Bien, bonjour et donc bienvenue à cette rencontre dans le cadre de ces journées rétrospectives de la Grande Guerre aux archives départementales. Nous sommes avec trois auteurs pour deux albums qui racontent à leur manière, alors je ne vais pas dire la guerre, mais en tout cas des histoires de la guerre, plus ou moins réelles, plus ou moins imaginaires, plus ou moins proches ou plus ou moins lointaines. À votre droite, Zanzim. Alors Zanzim, il a une double actualité aux archives, parce qu'aujourd'hui on va parler de votre album L'île aux femmes, mais dans la salle juste à côté, vous pouvez voir l'exposition à partir d'une bande dessinée qu'il a écrite, qu'il a dessinée avec Hubert, La sirène des pompiers, sur être artiste peintre au XIXe siècle. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à cette autre bande dessinée parue également il y a quelques années, L'île aux femmes, que vous avez signée ici seul aux éditions Glénat. Vous y racontiez Céleste Bompard, un aviateur de la Grande Guerre, mais d'abord de la Belle Époque, puisque c'est aussi cela qui vous a intéressé. Son avion a été abattu pendant le conflit au-dessus d'une île peuplée uniquement de femmes. À bord, il y avait ce Céleste, mais aussi une cargaison de lettres qu'il devait apporter entre les poilus et puis leurs compagnes. Et ce sont des lettres qui vont se trouver bien utiles parce qu'il va lui falloir trouver les moyens pour rester en vie. Et donc il va d'abord séduire ces femmes par la cuisine, la fameuse gastronomie française. Et quand ça ne suffira plus, heureusement il y aura ces lettres racontant l'amour, portant l'amour. On va parler de cela avec vous, mais aussi avec Jean-Luc Réjard et Léo de votre bande dessinée Chien bleu, chien gris, qui elle est parue il y a quelques mois après une campagne de financement participatif qui vous a permis de réaliser cet album. Vous y racontez la Grande Guerre depuis Becherel, aujourd'hui, avec un jeune homme à qui on raconte l'histoire d'un homme qui est enterré dans le cimetière et qui est mort durant la bataille de la Somme en 1916, et un homme dont le corps a été rapatrié après la guerre donc à Becherel. Et ce que vous racontez, c'est le devenir de ce corps, mais aussi ce Francis, quelle a été sa guerre, de la mobilisation de 1914 jusqu'à la bataille où il a perdu la vie. Dans de précédentes rencontres autour de ce conflit, on s'est aperçu que beaucoup d'auteurs, que ce soit des auteurs de fiction, des auteurs historiens, s'étaient intéressés à la Grande Guerre à partir d'un lien personnel. Je vais commencer avec vous, Zanzim. Personnel, familial, souvent c'est une histoire familiale qui se transmet et qui donne l'idée de vous intéresser à votre tour. Est-ce que pour vous, c'était le cas ou pas du tout ? Oui, c'est vrai que dans la petite enfance, on a d'abord nos vieux voisins qui sont à côté, puis qui nous parlent de la Grande Guerre et puis de la Petite Guerre. Il y avait aussi les commémorations où il fallait porter les gerbes de fleurs et tout ça par rapport à... Donc ça, quand on est petit, on vit ça. On ne sait pas trop pourquoi on porte la gerbe de fleurs pour aller au monument aux morts. Et puis en plus, on a la personne qui lit tous les noms. Et puis avec l'autre personne qui dit « Mort pour la France ». Donc ça laisse un souvenir déjà incroyable, quoi. Et puis à partir de ça, on découvre tout ce qu'on a entendu après sur les deux guerres, quoi. Mais que doit l'écriture de cet album justement à ces récits que vous avez entendus enfant ? Non, c'est plus il n'y a pas de lien vraiment direct en fait par rapport à ça, en fait, par rapport au poilu en général. C'est vraiment juste une envie de raconter une histoire. Voilà, envie de raconter une histoire et puis un témoignage sur l'absurdité de la guerre aussi, et puis surtout de ces hommes qui étaient seuls. Et je voulais faire un parallèle entre ces hommes qui étaient seuls et ces femmes aussi qui n'avaient pas besoin des hommes, en fait. Voilà. Et le faire à partir d'un aviateur. Il y avait aussi la volonté d'aller raconter une des armes peut-être les moins racontées dans la fiction. Ouais, c'est vrai qu'il fallait... Alors après, quand on fait une histoire, on a besoin de faire des ponts. Et donc moi, il fallait absolument que mes lettres elles soient transportées jusqu'à Lille. Alors au début, je me suis intéressé sur les hauts postales et c'était un peu trop tard. Donc je me suis dit peut-être que les lettres des poilus pouvaient être transportées tout simplement par un aviateur qui était un ancien voltigeur. Fou du volant. Voilà, un fou du volant. Ouais, c'est ça. Séducteur ou consommateur de femmes. C'est ça. On y reviendra tout à l'heure. Je vous repose la question à vous, Jean-Luc Réjard et Léo, pour Chien bleu, chien gris.
Alors moi la réponse je la connais un petit peu puisque le Francis que vous racontez c'était un membre de votre famille, donc je vous pose pas la question de la même manière, mais pourquoi est-ce que, ou plus exactement, comment est-ce que son histoire s'est transmise à vous jusqu'à ce qu'un jour vous ayez envie non pas de le raconter en bande dessinée mais de puiser, de vous inspirer de son histoire pour en raconter un double littéraire? Parce que c'est un peu pareil, étant enfant, on était dans le village de Becherel, dont je suis originaire, on était un petit peu les pirates du bourg. On va faire parler un tout petit peu plus fort. Ouais, on était un petit peu les pirates du bourg, tout nous appartenait, et en particulier les lieux tranquilles, donc le cimetière, c'était un lieu très tranquille où on pouvait faire des tas de bêtises de toute façon. Et il y avait le monument aux morts dans le cimetière. Sur le monument aux morts, il y avait mon nom. Et puis il y avait le nom des copains aussi, etc. Mais nous, on nous disait, mais il y a ton nom, mais en plus, sous le monument aux morts, il y a le corps de ton grand-oncle qui est mort à la guerre 14-18, etc. Parce que c'est la particularité, il n'est pas enterré dans une tombe dans le cimetière, il est enterré sous le monument aux morts. Ah oui. Voilà. Donc il y en a quelques-uns, hein, c'est arrivé, mais bon, c'est assez rare. Et alors moi, après, ce qui m'a intéressé, c'était de raconter le destin de ce jeune homme, comme tous les autres jeunes hommes de l'époque, mais celui-là, je l'avais à portée de main, donc c'est celui-là qui m'intéressait, ce destin-là qui me tenait à cœur de raconter. Et comme Léo, lui, il avait aussi une idée de raconter une histoire qui se passait à cette époque-là, eh bien, on a croisé nos deux souhaits, nos deux envies, et on a fait un truc en se disant, bah voilà, allez, ça y est, on y va, on raconte l'histoire, quoi. Avec un lien plus éloigné pour vous, Léo, à la Grande Guerre et à ce personnage, puisque vous êtes le fils de Jean-Luc, Francis, c'est votre grand-oncle, mais vous, c'est votre arrière-grand-oncle. Donc évidemment, ça remonte assez loin. Quelle était votre relation en tant qu'auteur, raconteur d'histoire à cette Grande Guerre? À cette Grande Guerre, moi j'ai l'impression que c'est un petit peu un mélange entre les deux du coup. Parce que, effectivement, moi j'ai toujours vu les commémorations, on a toujours regardé des documentaires à la télé qui parlaient de la Grande Guerre, on nous racontait, on nous sortait des termes comme les poilus, les tranchées, on parlait de baïonnettes et tout ça. Et moi ça a toujours été des choses que je comprenais sans trop les comprendre, quoi. Et c'est vrai quand on parlait de poilus, moi je me disais, mais ils étaient vraiment si poilus que ça. Et tout ça, ouais. Et puis après, c'est vrai que mon père m'avait parlé d'un aïeul qui avait aussi participé à la Grande Guerre. Bon, je pense que quand j'étais petit, je savais pas encore qu'il était sous le monument aux morts, enfin, ou peut-être que je l'avais pas imprimé, quoi. Mais à partir du moment où j'ai commencé à me dire, bon, on est dans un centenaire, ça pourrait être intéressant de dessiner un petit peu la Grande Guerre, des soldats. Et puis quand j'ai commencé à m'y intéresser et que mon père a commencé à me dire, mais tu sais, dans la famille, il y a une histoire qui est comme ça. Et voilà, là, c'est devenu... Et le matériau pour faire l'histoire. Voilà. Ouais. Avec un souci, ce que vous avez dit par rapport au nom de poilu, comment il résonnait, comment vous le définissiez quand vous étiez enfant, avec le défi, mais la question est aussi valable pour vous, Zanzim, de faire comprendre une guerre très éloignée. Hein. C'est un siècle, mais c'est un monde qui nous sépare de cette période-là. Comment le faire comprendre? Il y a l'histoire que vous racontez, mais aussi comment le faire comprendre aux lecteurs d'aujourd'hui qui tous n'ont pas forcément la connaissance de la guerre. Ça fut pour vous, tous les trois, un des enjeux? Oh, certainement, oui. Certainement, ouais. Ouais. D'où le début de l'histoire qui se passe aujourd'hui à Becherel où on raconte. Il y a certainement une volonté de témoigner de ce qu'on sait, et puis après de le mettre à la portée de quiconque pourra lire la BD, par exemple. Donc, parce qu'en fait, son histoire est une histoire très banale. C'est le destin de tas de gens. Mais bon, moi, c'était le destin de mon grand-oncle, je l'ai raconté comme ça. Et c'était très important que ce soit accessible à tout le monde. C'est une BD que, 7 à 77 ans, enfin peut-être pas 7 ans, mais vers 10 ans, on peut commencer à la lire. Et plus de 77 ans, bien sûr. Et bon, peut-être vers 10 ans, il faut peut-être avoir un accompagnement, enfin, etc. Bon, il y a des scènes un peu violentes. Mais carrément, on y viendra tout à l'heure. Ouais. C'est les combats. Bon. Mais pour moi, c'était important de témoigner.
très important de témoigner. De témoigner, mais de faire comprendre aussi, hein, ça fait aussi un Ah mais bien enjeu, sûr, voilà. parce qu'il y a toujours un message. Et le message, c'est quand même de dire que ces gens-là sont partis un petit peu sans savoir trop où ils allaient. Enfin, ils savaient qu'ils allaient faire la guerre, mais ils ne savaient pas ce que c'était que la guerre. Ce témoignage, de toute façon, on l'avait par les grands-parents. Enfin, moi, j'ai pas connu mes deux grands-pères, justement parce que c'était voilà, déjà mort déjà à la guerre. Et puis, il y a la volonté aussi des grands-mères de dire écoute bien, regarde bien ça. Donc, elles allaient chercher dans des vieux tiroirs, des vieux journaux tout poussiéreux et avec des photos. Et on voit que c'est important. Ou alors, même si on détourne le regard, on dit non, regarde mieux, là, il s'est vraiment passé quelque chose. Donc, par rapport à tout ça, on ne peut pas en sortir indemne. Donc, après, même si on ne veut pas forcément avoir la prétention de réussir à faire passer l'horreur de cette période, ça ressort de toute façon, c'est en nous en fait, quoi. Avec comme une certaine distance pour vous, parce que s'il y a la première partie de votre album, alors qui est d'abord dans la Belle Époque, puis ensuite pendant la Première Guerre mondiale, très vite quand on est sur l'île aux femmes, on est dans un monde totalement non daté, temporel. Oui, c'est ça. Il y a les lettres des poilus par contre. Ah là, il vous a fallu jouer avec le langage de l'époque, la manière d'écrire de l'époque. Alors en fait, ce qu'il me fallait, moi, c'était que les femmes guerrières amazones, complètement hostiles aux hommes, elles soient touchées par des lettres de poilus. Je me suis renseigné donc sur les lettres des poilus et en fait, moi je voulais que ce soit des récits un peu amoureux, des choses tu me manques chérie, enfin des trucs un peu comme ça. Et en fait finalement tous les récits c'était tellement horrible que en fait tous les récits étaient liés à la guerre en fait. Encore des obus. Voilà, donc moi, je n'ai pas vraiment trouvé mon compte par rapport. Pourtant, il existe des lettres dans lesquelles il y avait un véritable érotisme, dans lequel on allait très très loin. Alors c'est ce qu'on m'a dit, moi, c'est Chris en fait qui m'a donc scénariste notamment de Notre Mère la guerre. Notre Mère la guerre qui m'a dit si regarde bien, il y a des courriers où des femmes envoyaient leurs poils pubiens, des choses comme ça. Et donc du coup, je me suis imprégné de ces lettres-là et puis un peu de mon imaginaire en essayant de me rappeler aussi moi de quand j'étais amoureux et puis avec l'éloignement ce qu'on peut éventuellement écrire. Ce qui m'intéressait finalement c'est plutôt la dimension intemporelle que la dimension spécifique à ces années-là. Voilà. Ouais. Forcément on ne dit pas tout à fait les mêmes mots pour décrire les sentiments, on ne dit pas les mêmes choses. Non, c'est pas la même. Les lettres de poilus, vous, Jean-Luc et Léo, qu'est-ce que vous en avez fait pour raconter l'histoire de Francis? Parce que vous l'avez dit, finalement, c'est une guerre assez banale. Mais est-ce que dans les lettres que vous avez pu lire, il y avait cette banalité? Oui, mais les lettres, c'était essentiel. Même pour la construction de la BD, du scénario, c'était essentiel parce que dans le carnet qu'on a récupéré de mon grand-oncle, c'était un carnet d'instructions où il y avait des schémas, des choses, enfin des tas de trucs comme ça, mais ça lui a servi de carnet de notes aussi, et entre autres, ça lui a servi à écrire des brouillons de lettres. Donc à travers ces brouillons de lettres, justement, on a vu un petit peu son état d'esprit, ce qu'il ressentait réellement, et sa condition, quoi. Il racontait sa condition, et il racontait aussi, par exemple, le fait que sa bonne amie, comme on disait à l'époque, en fait, il n'allait plus la voir. Parce que les circonstances ont fait que. Et en fait, il s'est confié à travers un brouillon de lettres à son carnet, quoi. Parce qu'il savait qu'il ne pouvait plus lui écrire. Bon, et on en arrive à ça aussi, c'est la lettre, quoi. Et cette lettre, pour moi, ça a été ce qui m'a permis de prendre conscience de qui il était vraiment, de l'état d'esprit dans lequel il était, ce qu'il avait vécu et comment ça l'avait transformé. Avec certaines distances parfois sur l'usage de ces carnets, l'usage de ces écrits, parce que contrairement à Zanzim, vous c'est un personnage qui a existé, qui fait partie de votre famille, c'est-à-dire que vous dévoiliez par l'album une partie de son intimité. Ouais, mais c'est mon grand-oncle, hein, c'est pas mon père. Oui, mais vous n'êtes pas seul dans la famille, ça aussi. Ouais, mais bon, voilà. Ouais, pour vous aussi, Léo, il n'y a pas eu de souci. Non, la seule difficulté pour moi, ça a été de représenter quelqu'un. Donc effectivement, on partage un patrimoine génétique, mais moi je l'ai jamais connu et puis j'en ai très très peu entendu parler, quoi. Donc c'est avec les recherches qu'on comprend un peu mieux qui il est, mais le dessiner. Puis qui n'aimerait pas qu'on parle de lui après? Ouais. Ouais, j'ai pensé à ça aussi. C'est vrai, ouais. C'est toujours.
ça n'aura pas servi à rien. C'est ça, justement. Même pour votre Oui, c'est Céleste ça. dans ses travers. Bah, de toute façon, Céleste, c'est un mélange de plein de choses. C'est un gros boubli-boulga de toutes nos rencontres, en fait. Et, voilà. Peut-être le grand-père que j'ai pas connu, finalement. Mais pour vous aussi, je reprends l'expression de Bouli Boulga, vous aussi, Léo et Jean-Luc, le Francis de votre bande dessinée est aussi un mélange, c'est-à-dire c'est à la fois votre grand-oncle, votre arrière-grand-oncle, mais c'est aussi un peu un stéréotype, c'est-à-dire quelqu'un qui représente beaucoup plus que lui-même. Bah ouais, parce que c'est un personnage, il fallait qu'il soit, qu'on parle du soldat Francis, mais il fallait aussi que ce soit n'importe quel soldat, quoi. Donc c'est le vecteur de tout ce qu'on peut mettre dans un soldat, quoi. Donc il fallait qu'il soit à la fois assez neutre, mais assez expressif et assez qu'on ait envie de le suivre, quoi, mais qu'on ait aussi envie de se dire si jamais on a des personnes de notre famille qui ont vécu ce conflit, on peut se dire le grand-père ou l'arrière-grand-père, c'était peut-être ça sa vie, quoi. Et c'est ça qui était intéressant à faire. On s'approprie le personnage et on romance. On va pas simplement dire voilà, il était comme ça, il a fait ça. Non, on romance toujours. Même donc dans le dessin aussi, Léo, il a romancé le dessin. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait exactement les traits du grand-oncle. Il a fait un personnage. Et moi, j'ai inventé un personnage avec mon grand-oncle. Ouais, c'est que de l'adaptation, finalement. Voilà. Ouais. Vous en êtes au conflit depuis donc, la mobilisation de 14 jusqu'à la bataille de la Somme. Quels étaient pour vous les défis pour raconter sa guerre? Parce que vous l'avez dit, à la fois c'est une guerre très ordinaire, la sienne très banale, et en même temps les combats que vous racontez sont aussi des combats ordinaires, meurtriers, violents, on y viendra tout à l'heure, mais voilà, comment est-ce que vous avez choisi de raconter telle ou telle bataille plutôt que telle autre? Parce que vous racontez tout, hein, vous racontez les batailles, vous racontez les tranchées, vous racontez aussi l'arrière, avec les permissions quand il revient. Comment est-ce que vous avez jugé ce qu'il fallait raconter, ce qui n'était pas forcément utile à votre histoire? C'est le fil de son parcours qui a défini les endroits où on allait le montrer. Donc les endroits où il lui est arrivé des choses un peu extraordinaires, quoi. Donc en récoltant les données des archives, en recoupant les différentes archives, on a son parcours complet. Et là, on dit on va le montrer là, on va le montrer là et on va le montrer là. Parce qu'on se dit, là c'est intéressant, là, voilà, on choisit aussi. C'est toujours pareil, c'est un roman historique, mais c'est un roman. D'ailleurs, roman historique, c'est un peu antinomique, quoi. Soit on raconte l'histoire, soit on romance. C'est un roman historique, voilà. La question ne s'est pas posée pour vous, Zanziman. Choisir de faire un aviateur et de très vite lui faire quitter les champs de bataille pour être écrasé. Avec un personnage, on peut jouer justement, on le transforme comme on veut, c'est ça qui est intéressant. En plus, moi, pour la première fois, c'était une BD où j'étais son scénariste, donc j'ai encore plus de liberté. Enfin, il y en avait un, c'était vous en l'occurrence. Ouais. Oui, voilà. Et non, justement, on peut faire un petit peu ce qu'on veut de son personnage. Et ce personnage-là, moi, je voulais absolument qu'il soit trituré, parce que de toute façon, il allait se faire mater par les femmes amazones, donc il fallait absolument qu'il soit un peu victime et un petit peu malaxé. Est-ce que vous avez joué aussi avec les stéréotypes? On en parlait pour Francis, la manière dont il représente une partie des soldats de 14. Est-ce que vous aussi, votre Céleste est un stéréotype, c'est-à-dire qu'il représente? Donc à la Grande Guerre, il y a d'abord les premières pages qui sont ce fou du volant pendant la Belle Époque, avec son fou volant, pardon, voilà, avec tout l'imaginaire qu'il y avait pour les aviateurs casse-coudes. Ouais, c'est ça, c'est les fous du volant de l'époque, enfin les fous de l'air plutôt, fous volants, et puis avec les petites moustaches, bien coiffées, et puis très, très séducteur, le côté coq français, ça c'était assez important. Et il y avait dans le côté coq français aussi, il y avait le côté très prétentieux. Je me souviens, moi, dans les cours d'histoire que j'avais eus, que les Français, quand il y avait eu la guerre, ils étaient très prétentieux, et ils étaient, on va tous leur casser la gueule, quoi. On va tous. Après, ça c'est mal terminé, mais. Ouais, mais ça aussi qui vous intéressait, je poserai la question ensuite à Jean-Luc et Léo, c'est de montrer comment est-ce que la guerre aussi elle change le caractère des personnages, parce qu'ils ressortent tous abîmés, vos personnages. Ah bon? Un petit peu quand même. Ouais.
Ouais, la guerre, oui, c'est l'autre après il est amputé à la fin, hein, mais c'est un truc qui est très marquant, toutes les gueules cassées et tout ça. Une BD moi qui m'a beaucoup marqué, je ne me rappelle plus d'une femme là Delphine Priemaio, voilà, Gueule d'amour, sur les gueules cassées. qui est incroyable quoi, comme BD. L'évolution du caractère, elle était aussi importante tout au long de l'histoire de Francis, de raconter comment est-ce que, effectivement, on part un peu la fleur au fusil sûr de soi, et puis très vite on est confronté à l'horreur, à la violence, à la mort, comment ça abîme aussi la raison et la folie. Ben oui, on voit au départ, on sait très bien, bon, c'est un peu un stéréotype de dire ça, qu'il partait la fleur au fusil, etc. Et dans la BD, au départ, on montre bien que les hommes partent un peu bravache, c'est vrai, certains, mais on montre aussi que les femmes, derrière, elles ont déjà un peu compris la chose, que ça allait pas être si facile que ça, que voilà, quoi. Et donc, ça accroche, quoi. Ouais. Alors vous le savez, vous n'êtes pas les premiers auteurs de bande dessinée à raconter des histoires de la Première Guerre mondiale. Peut-être certains d'entre vous ont vu le film Là où poussent les coquelicots qui en montre quelques-uns. Quelles questions vous êtes posées les uns et les autres justement par rapport à toutes ces autres représentations qui vous ont précédé dans les manières de raconter la Grande Guerre, ce qu'il fallait, sans des références connues. Vous avez parlé de Chris, il y a évidemment Tardy et quelques autres. Il y a un moment aussi, il faut pouvoir s'en émanciper pour trouver votre originalité. Comment est-ce que de cela vous en êtes sorti ? Tout en racontant une guerre, notamment pour la guerre de Francis, qui passe un peu par des passages obligatoires, Léo. Moi, je me suis demandé qu'est-ce qu'il voyait vraiment. Parce que forcément, on a tous des yeux qui regardent des choses, et voilà. Mais qu'est-ce qu'on voit ? C'est comment on interprète ce qu'on voit. Parce que, évidemment, on peut mettre toutes les couleurs qu'on veut, on peut avoir toutes les interprétations qu'on veut d'un combat. Je sais pas, il y a plein d'exemples qui sont assez connus. Dans Les Sentiers de la Gloire, il y a une façon de voir la guerre 14-18. Mais, un film de Stanley Kubrick sur les fusillés, les mutins fusillés de 1917. De 1917, mais en même temps, quand on regarde L'Armée des Douze Singes de Terry Gilliam, il y a un passage qui se passe pendant la Première Guerre mondiale. Et donc c'est pas le sujet du film, mais ce moment-là est là. Et c'est complètement halluciné. On pourrait se dire, bon d'accord, on est dans une tranchée, ça a l'air à peu près correct et tout ce qui passe. Et par contre, le ciel est vert. Tout est vert absolument partout, c'est rouge, ça part dans toutes les couleurs. Donc on se dit, qu'est-ce qu'ils voyaient eux et qu'est-ce que moi je dois représenter ? Et ça, c'est la grande question de se dire dans quelle direction on va pour avoir... pour donner une interprétation personnelle, d'être un peu original quand même, et puis oui, c'est ça, c'est un défi de trouver l'originalité. On est toujours tenté de coller aux stéréotypes, donc aussi bien dans l'histoire que dans les palettes de couleurs, etc. Donc il faut essayer de s'en démarquer un peu de temps en temps, mais on est toujours un petit peu, on se dit, mais les gens, eux, ils attendent peut-être cette histoire-là, parce qu'ils connaissent déjà ce processus, etc. Mais oui, il faut peut-être s'en détacher un petit peu, par la couleur, par d'autres biais, quoi. Et moi, moi j'ai choisi plutôt alors j'ai pas fait de scène de guerre vraiment dans mon album, mais j'ai plutôt choisi de faire... je vais un peu obligé de dévoiler l'histoire, mais un peu obligé de présenter le personnage donc, plutôt dans un hôpital. Et sa récompense, c'est d'être entouré de plein de femmes et plein d'infirmières. En fait, c'est son île aux femmes, c'est celle de l'hôpital. Et donc, il y a un côté un peu... c'est un peu la pommade, quoi. Du coup, t'as fait la guerre, mais du coup, maintenant, t'es avec plein d'infirmières qui sont autour de toi. Je vous ai posé la question par rapport aux auteurs qui vous ont précédé, qui ont donné aussi des visions de la guerre et les archives. Les archives visuelles aussi, elles sont nombreuses. Ce fut à la fois un avantage et un enjeu, un défi également de savoir comment s'en saisir pour apporter aussi, notamment dans les représentations des combats, Léo, votre propre version. Ouais, il y a quelque chose qui a été très bien pour nous, mais après, je pense que pour l'époque, c'était... Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez étrange. C'est qu'en fait, c'est un conflit donc, qui a été très, 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 très documenté en photo.
Et il y a eu énormément de photographes de guerre qui étaient sur les champs de bataille. Et ces photographes-là ont aussi vendu leurs photos à des éditeurs de cartes postales. Et donc ça veut dire que les gens s'échangeaient des cartes postales de champs de bataille, de morts, de villages détruits. Et ils s'écrivaient peut-être, je sais pas, des mots d'amour, j'en sais rien, mais c'était sur des cartes postales de trucs dévastés. Et ça, c'est une grande chance pour quelqu'un qui veut avoir un support visuel aujourd'hui, c'est qu'il y en a plein. Donc, trouver la documentation iconographique pour se dire à quoi ressemblait le terrain, comment étaient cassées les maisons, à quoi... voilà, est-ce qu'il y avait des arbres, est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup d'arbres, comment étaient rangés, comment étaient faits les tranchées, comment étaient rangés les abris, tout ça, Mais des fois, trop de documentation, ça peut aussi intimider. Si tout a déjà été montré, quoi montrer? Ouais. C'est une question que vous êtes posée? Ouais. Souvent, la documentation, c'est d'essayer d'en prendre le maximum, et puis après de fermer les yeux et essayer de l'évacuer, quoi. Et du coup, là, c'est vrai que c'est agréable d'avoir aussi de la documentation, parce que par exemple, sur un truc où il n'y a pas eu de photos à l'époque, dans des trucs plus anciens, comme par exemple quand je faisais la sirène des pompiers, des choses comme ça, c'est un peu plus compliqué, quoi. Il faut se baser sur des tableaux, voilà. Moi, le truc qui m'a marqué, c'est plutôt les cartes, les belles cartes kitsch, où il y avait à nos valeureux héros, avec plein de petites fleurs, des petites que ma tante collectionnait. Avec les fleurs dans le canon du fusil. Oui, voilà, avec des trucs un peu décalés finalement, avec cette horreur de la guerre. Donc tu parlais de cartes postales avec les... Et puis ce côté un petit peu très fleur bleue, très kitsch. Ça m'a pas mal marqué. Qu'est-ce que vous recherchez justement dans les archives, les documents écrits ou les documents visuels pour vous lancer dans l'île aux femmes? Moi, c'était les lettres surtout. J'ai surtout cherché là-dedans. Et puis pour l'île aux femmes, ça a été les Amazones. Et ça, c'était les femmes aussi guerrières, mais là, du coup, c'est lié à une légende. Ah oui, il n'y a pas trop de photos là. Il n'y a pas trop de photos. Donc, il y a aussi beaucoup de représentations par contre, oui. dans les arts. Voilà. Donc c'était surtout là-dessus, quoi. Je me suis... Mais c'est un album, vous avez vraiment eu besoin de beaucoup de documentation ou pas du tout? La sirène des pompiers, on est vraiment dans un monde très très particulier, qui est le monde parisien de l'art du milieu fin 19e, donc avec beaucoup de précision. Là, il y avait beaucoup de largesse que vous pouvez pas employer. Un tout petit peu de documentation, un peu sur les pollus, un peu sur les début de siècle. Et puis après, beaucoup de représentations d'îles, mais plutôt des gravures, des choses comme ça. Et après, le truc agréable aussi, c'est de ne pas avoir besoin de documentation et de laisser son esprit vagabonder Parce que justement, avec Hubert, donc un scénariste avec qui je travaille habituellement, lui, c'est des tonnes de documentation qu'il me donne. Et des fois, je n'en peux plus, quoi. Avec des bâtiments, des cathédrales à dessiner. Là, je me suis dit, je vais faire un album où il n'y a pas de cathédrale, pas de... Il faut juste savoir dessiner du sable, la mer et des arbres. C'est ça. Pas mal. Ouais. Quant à vous, pour la documentation, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous n'avez pas trouvé? Je vous pose, j'aiguille un petit peu dans ma question, mais vous avez parlé, Léo, tout à l'heure de ce que voyaient les soldats. Vous posez la question de ce que voyaient les soldats. Et les regards sont extrêmement importants, notamment dans les scènes de bataille que vous avez mises en scène. Ça, évidemment, il n'y a pas de photos de l'époque sur ces visages à ce moment-là. Il n'y a pas d'instantané. De photos. De ces moments-là, non, il n'y en avait pas. Parce que je pense même si on est un photographe et qu'on est dans la tranchée, quand tout le monde a besoin de monter au fond, on ne prend pas la photo. C'est que les appareils de l'époque. Ouais. C'est compliqué. Mais Non, justement, comment vous faisiez là? Parce qu'il y avait à la fois une abondance de documentation, et puis là, donc, il y avait des trous dans la documentation. oui. Après, c'est... je sais pas, on se fait l'expression dans la glace, on voit si c'est convaincant, on la refait, quoi. C'est peut-être ça. Mais bon, oui, on peut pas, donc on imagine aussi. Qu'est-ce que vous cherchez, Jean-Luc, vous, dans la documentation pour participer à l'écriture, outre tout le matériau venu directement de votre famille et donc du Francis? Donc les endo-archives, comme disent les historiens, donc les archives familiales se limitaient à peu de choses, de carnets et de photos, mais après, on est obligé de rechercher dans les archives institutionnelles tout ce
tout ce qui existe pour pouvoir retracer le parcours du bonhomme. Et donc là, on trouve tout, parce que l'armée, ils écrivaient tout. Hein. Donc, pas grand-chose en fait, parce que c'est juste très très factuel. Telle compagnie était à tel endroit, voilà, à telle bataille. Ouais, c'est pas comment s'est vécu la bataille. Si, bien sûr. Si. Des fois, c'est à la minute près. Dans les JMO, les journaux de marche et d'opération des régiments, c'est à la minute près. Telle escouade a pris tel pâté ou a fait telle action de gloire, etc. Tout est écrit. Et donc, on peut situer notre personnage exactement tel jour, tel endroit, presque telle heure, quoi. C'est incroyable. En recoupant, quoi. Ouais, en recoupant, on peut tout faire, ouais. C'est incroyable. On peut juste pas dire ce qu'ils se sont dit, quoi. Ouais. Là, les dialogues, il faut les inventer. faut les inventer. Il y a d'autres choses qu'il faut inventer. Hein. C'est toujours, même si on a toute la documentation, si on a retracé le parcours du personnage, il y a quand même des trous. Et les trous, il faut les combler, il faut repenser, il faut y trouver des copains. Moi, je ne savais pas qui c'était, ces copains. Donc, on invente des copains. Léo, après, il dessine des copains. Il faut en faire un barbu, il faut faire un petit, un gros, il faut faire du Laurel et Hardy, des fois, un peu. Et moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai dessiné mes copains. Bah voilà, il dessine ses copains, voilà. Et donc, il faut habiller aussi le personnage avec tout ce qui est autour de lui, quoi. Vous avez dessiné vos copines, Zanzim ? Oui, bah, d'ailleurs, il y a après toutes les filles que je connaissais disaient ah c'est moi qui est là sur la page de garde, voilà. Puis après, on me demande justement la femme des guerrières, donc plutôt inspirée de ma femme à moi. Et puis après, on m'a demandé qui était la rousse. Alors là, tu dis, je sais pas, la rousse. Mais je reviens sur l'usage des archives. Vous avez parlé de comment est-ce que vous composiez avec ce que vous aviez et ce qu'il vous fallait inventer. Mais voilà, racontez-nous peut-être, est-ce qu'il y avait quelque chose de très précis que vous avez cherché pour trouver les archives? Comment vous avez fait concrètement? Eh bien, il y a deux types d'archives en fait. Les archives institutionnelles, donc c'est les archives régionales, c'est les archives départementales, ça peut être les archives nationales du ministère. Donc soit on se déplace et puis on vient en salle de lecture, on consulte. En ayant une idée précise de ce que vous recherchez ou parce Ouais, que des fois il faut... Non, vaut mieux parce qu'autrement ils ne vont pas savoir quoi nous donner. Hein. Donc il faut savoir ce qu'on cherche un peu. Et autrement, il y a toutes les archives en ligne. Alors, soit les archives institutionnelles aussi, donc que le ministère, par exemple, a mis en ligne, Mémoire des hommes, des choses comme ça, ou alors les sites qui ont été créés par des particuliers et qui, eux, ont fait des recherches phénoménales et mettent à disposition un tas de documentation. Enfin, on y trouve tout ce qu'on cherche, quoi. Si on cherche une photo de tel endroit à telle époque, on la trouve. Si on veut savoir si telle unité était à tel endroit, on le saura quoi. Donc c'est formidable. Je pose cette question naïve, mais c'était essentiel pour vous d'emmener vos soldats au bon endroit au bon moment. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre de l'attitude, de largesse avec l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Avec les récits historiques. C'est une fiction, donc à partir du moment où c'est une fiction, mais prendre... c'est quand même un récit historique. Ouais. Donc si moi, si nous, on les habille pas comme il faut à la bonne. Ah oui, non mais ça, s'il manque un bouton, c'est fini. Toujours le collectionneur qui va venir. C'est souvent, c'est assez désagréable en fait quand on a une petite remarque sur un truc justement qui n'est pas complètement précis, de gens qui sont. Tu sais que la pâte de colle à cette époque-là, elle n'était pas jaune, elle était bleue. Ah bon? Ah ouais. D'ailleurs, ça a été un des trucs les plus... Ouais, c'est ce qui a pris plus de temps, en fait, de se dire, bon, on est à quelle époque? On est à quel mois de l'année 1915? Ça ressemble à quoi, ce qu'il y a sur le col? Et puis c'est un col droit, ou est-ce que c'est un col comme ça? Ouais, parce qu'il y a des choses qui ont duré, mais on peut les faire traîner en longueur, mais on ne peut pas les faire arriver avant qu'elles soient arrivées. Ah oui. Donc, il y avait des choses comme ça... il y avait quelques vérités historiques sur les fringues, les équipements, les armements, etc. qu'on était un peu obligé de trouver. Ouais. En plus, sur la fin, ça aurait été de faire à peu près tout le temps le même uniforme. Mais sur le début, c'est pas possible. Ils commencent avec des pantalons rouges et des casquettes, et puis après, ils finissent avec un casque et tout bleu. Donc ça a changé. Ouais. Là, il fallait faire très attention. Moi, j'ai 10 ans, je crois que j'ai pas fait attention. Moi. On n'est pas venu vous le reprocher. Non.
ni sur la tenue des Amazones. Non, parce qu'on se dit bien que je suis pas là-dedans. Enfin, quand on ouvre le style de BD que je fais, on se dit bien que je suis pas dans une sorte de précision réaliste. Voilà. Et puis un autre enjeu, alors peut-être plus chez vous que chez vous, Zanzib, c'est la question du combat, la question de la violence. Par les regards, on en a parlé pour le suggérer, par les couleurs, par les scènes de bataille, puisque pour faire comprendre comment est-ce que la guerre abîme le corps, mais aussi le psychisme, vous prenez le temps pour raconter des batailles. Quels étaient pour vous les enjeux au niveau du dessin ? Pour moi, les enjeux, c'était de représenter la violence, mais plutôt la suggérer plutôt que de la montrer. Donc il fallait faire en sorte qu'on ressente la violence par plein de procédés et puis d'astuces, quoi. Mais il fallait pas montrer quelque chose qui allait être vraiment choquant, quoi. Voilà, la violence, c'est quelque chose, on la sait, mais il fallait pas que ça soit gore, il fallait pas que ça soit qu'on voit des têtes arrachées, tout ça, quoi. Et donc il fallait montrer la violence d'une façon quand même assez pudique, donc ça peut être par des jeux de couleurs, ça peut être par des cadrages, l'expression des visages. Des gros plans à ce moment-là pour faire comprendre qu'autour, c'est la mort qui est là. Ouais. Et de voir les choses dans les yeux, la violence dans les yeux, c'est au moins aussi intense, sinon plus que la violence qu'on peut voir qui est crue, quoi. Et quand même rester assez pudique, parce qu'on montre des choses qui sont pas faciles, c'est des moments assez noirs de l'histoire de France mondiale, donc il y a des choses comme ça, par exemple, des gueules cassées, on en montre 2, mais pour moi je les ai mis dans l'ombre, c'est presque comme pour signifier que ces gens-là, ils ont vécu quelque chose et maintenant on les a rangés, quoi. Parce que c'est plus que des coquilles vides, quoi. Des coquilles vides fêlées. Voilà. Est-ce que la question s'est posée pour vous, Zanzib, sur... vous avez parlé un petit peu tout à l'heure sur l'ambulation sur l'hôpital, mais les questions de violence ne sont pas trop posées, savoir comment les montrer ou pas ? Non, pareil, je rejoins exactement la même idée, la suggérer. Moi, c'était la violence, c'était plutôt celle que les femmes allaient faire aux héros qui se retrouvaient sur l'île et devoir survivre. Mais non, moi je préfère de toute façon quand tout est suggéré, même quand il faut parler de sexe, je préfère un truc suggéré plutôt que de tout montrer. Et je trouve que c'est plus fort justement que d'être cru et trop cru. Ouais, par contre, dans le langage, dans le rapport, vous l'êtes un petit peu quand même. Il faut être un peu frontal aussi, quand même. Parce que c'est un homme affame et un homme infâme, c'est ça. Vous dites au début de l'album. Et il l'est, c'est plutôt un anti-héros, c'est antipathique. Hein. Voilà. Ouais, mais après, on le trouve plutôt sympa. On a pitié de lui. Ouais, c'est ça. Parce que c'est la survie qui le gagne. Dans le film, là où Pousse et Coquelicot, plusieurs des auteurs, je pense à Tardy, je pense à Joe Sacco, je pense à d'autres, disent en fait qu'ils s'intéressent à la Grande Guerre pour dire quelque chose au-delà de la Grande Guerre. Tardy, c'est pour... il parle de la Grande Guerre, mais en fait c'est pour s'en prendre à toutes les guerres de manière générale. Chris, ça va être plus pour interroger notre époque. Est-ce qu'en faisant ces albums-là, les uns et les autres, vous êtes aussi sortis de votre Grande Guerre pour avoir un propos autre ou plus politique peut-être? Ouais, certainement, parce que à la fin de la BD, il y a un discours fait par la sœur du héros qui explique bien dans quel engrenage ils ont été pris, etc. Donc, la notion de sacrifice, de mort pour la patrie, c'est quelque chose qui l'énerve plus qu'autre chose. Un peu, on va dire, ouais. Ouais, on va dire ça, ouais. Quand on lui dit que son frère était un héros, elle dit non, il a gagné la guerre, et elle explique que non. Ceux qui ont gagné, c'est ceux qui sont vivants. Hein. Les morts, ils n'ont rien gagné. Hein. Donc pour elle, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Rien de bon ne sort de ça, quoi. Rien de bon ne sort de ça. On ravive les nationalismes, etc. Voilà. Donc on peut voir ça actuellement. Ça sent pas très bon, quoi, quand les nationalismes viennent au devant de la scène, etc. Donc voilà. Parce qu'il faut bien savoir que les gars qui sont partis à 20 ans en 14,
30 ans avant, il y avait eu la guerre de 70, où la France avait perdu deux provinces, et l'esprit revanchard était là. Les instits avaient pour mission de faire marcher les petits garçons au pas. Il y avait des exercices de tir. Enfin bon, il y avait une militarisation de la société qui était quand même là. Et quand ils sont partis en 14, ils étaient prêts, on va dire. Léo ? Oui, il y a forcément autre chose, mais c'est surtout de raconter quelque chose pour que ça soit aussi compréhensible à tout le monde. Et moi, je sais que je l'ai compris en le dessinant aussi. Parce que c'est ça aussi, quand on dessine, on essaye de formuler ce qu'on nous a expliqué aussi d'une certaine façon. Et le faire comme ça, j'imagine que la façon dont je l'ai formulé, c'est peut-être aussi quelque chose qui va être assez clair pour d'autres pour le comprendre. Donc, il y a une histoire de transmission aussi, quoi. Moi, on m'a transmis quelque chose, j'aimerais le transmettre aussi, ouais. Et ça, c'est important parce que on se rend bien compte, on rencontre des primaires, on rencontre des scolaires et ça leur parle tout de suite, quoi. Donc, Ils comprennent tout de suite les tenants et les aboutissants de la guerre. Ah ouais, il n'y a pas... Ils savent. Moi, aussi bien en primaire qu'en collège, ils ont tout de suite pigé. Les enzymes pour terminer. Et puis moi, c'était juste... c'est moins frontal, mais c'était une transmission aussi. Et rien que le fait d'évoquer cette petite période-là dans un album qui n'a pas forcément à voir avec le schmilblick, on va dire, j'en parle quand même. Donc je me dis, pour des gens qui vont t'intéresser par une autre sorte d'histoire ou de bande dessinée, ils vont quand même entendre parler des poilus. Et c'est toujours bien, quoi. Les moustachus. Voilà, des moustaches. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos trois auteurs ? Personne n'ose. Sur la réception de l'album, vous parliez au début de l'entretien du monument de Bécherel. Est-ce que vous avez eu l'occasion depuis de présenter cet album sur le territoire dans la commune? Est-ce que vous avez pu échanger avec les habitants? Comment est-ce qu'il a été reçu? Oui. Le jour de la journée du patrimoine, donc c'était le 15 septembre, c'est ça, je crois. On était à Bécherel à la Maison du Livre, où on a présenté l'album et on a présenté aussi la fiction radiophonique qui a été tirée du scénario, qui a été faite par Radio Laser par des étudiants. Et on a pu donc présenter la BD, montrer la fiction radiophonique avec les planches qui défilent, etc. Et donc il y avait des gens. C'était une des premières fois justement où on était confronté au public, quoi. Et tout de suite les gens viennent toujours nous dire moi aussi, mon grand-père, moi aussi. Et donc voilà, ça c'est pratiquement universel. De toute façon, il n'y a qu'à regarder un monument aux morts. On regarde un monument aux morts d'un petit bled de 300 à 400 habitants, il y a déjà 30 noms sur le monument aux morts, quoi. Et des fois, il y a 3, 4, 5 fois le même. Bien sûr, tout le monde est concerné par ça. Mais là, le fait que ce soit dans la commune... le fait d'être dans la commune, oui, il y a des gens qui sont de la commune qui nous sont venus me voir parce qu'ils disaient mon grand-père connaissait ton grand-père, etc. Ça, bien sûr, il y avait ça aussi, ouais. Ouais. Une autre question ? Eh bien, je vais vous proposer de retrouver les auteurs à la sortie de la salle pour une séance de dédicace. Zanzim pour L'île aux femmes et Jean-Luc Réjard et Léo pour Chien bleu, chien gris. Messieurs, merci beaucoup. Merci. Et merci à vous.